Donc la dernière fois on avait travaillé sur le TP5, sur les problèmes de classification à l'aide de réseaux de neurones. Là, ce qu'il reste à faire, c'est cette dernière partie 3. Là on souhaite reconnaître la présence ou détecter la présence d'un chat dans une image. Et donc là vous avez dans Moodle, dans les fichiers, vous avez une petite base de données avec des chats. Et donc là on va utiliser notre réseau de neurones, en particulier là dans la question 3, il est demandé d'appliquer un réseau de neurones qui marchait bien sur la partie 2 au problème de reconnaissance d'un chat. Et ensuite, donc on va regarder avec une base de données de test si ça marche aussi, si le réseau qu'on va apprendre marche aussi bien sur des images qu'on n'a pas utilisées pour l'apprentissage. Là je vais aller dans MATLAB, fermer ça. Donc la classification pour les chats, c'est ce script là. Donc grosso modo c'est toujours le même script. Là j'ai laissé ce qui marchait bien pour l'exemple un peu compliqué qu'on avait fait déjà avec la régression logistique. Donc là j'ai 2 couches cachées avec 20 et 10 neurones. J'ai un neurone sigmoïde en sortie pour m'indiquer la probabilité qu'il y ait un chat dans l'image. Donc sinon tout le reste c'est exactement comme avant, sauf que là je vais tricher un peu pour éviter que ça prenne trop de temps. J'ai déjà fait le calcul et j'ai enregistré les paramètres qui sont rendus par le modèle. Donc là je fais pas le calcul, je vais juste charger les paramètres que j'ai déjà stockés et aussi les coûts. Après on va tracer les coûts et là on va calculer la précision sur la base de données d'entraînement, d'apprentissage, et la précision sur la base de données de test. Donc là je vais lancer le script. Là le problème c'est que oui, c'est logique parce que j'ai changé de dossier entre temps. Donc il ne trouve plus la base de données. Je regarde ça, c'est dans quel nom? Oui, ça c'est dans les
mode 18-19. Analyse numérique. TP. TP5. Script, ouais, maintenant. Maintenant c'est bon. Donc là, on voit quelques exemples d'images de chat. Donc là, des fois il y a bien un chat, des fois il n'y en a pas. Donc ça c'est la courbe des coûts. Là on voit donc en général on peut arrêter quand le coût atteint un plateau. Donc là on est peut-être dans un début de plateau, mais à la limite on pourrait aller plus loin, mais bon. Et donc là on voit le résultat. Donc sur les données d'apprentissage, on a une précision de 96% environ. Donc le modèle il a appris presque pour toutes les images s'il y a un chat ou pas. Il est capable de le dire. Par contre, sur l'ensemble, sur la base de données de test, on a beaucoup moins de succès. Donc là, on est juste à environ 70%. Bon, ça c'est de l'autre côté, ça c'est pas spécialement étonnant. Parce que le problème là de classification il est relativement complexe. Alors, il y avait une question? Non. Donc ce que je voulais dire, le problème il est relativement compliqué. Et donc là, pour avoir un modèle avec une bonne capacité de généralisation, les réseaux complètement connectés qu'on utilise là dans les TP sont pas vraiment adaptés, parce qu'on a, oui, on a quand même pas mal de paramètres à optimiser, ce qui fait que sur la base de données d'apprentissage on a une bonne réussite, mais en même temps on apprend trop de détails de ces images de la base de données d'apprentissage. Et donc la généralisation marche en généralisation, on est un peu moins bien. Néanmoins, on arrive quand même sur des images que le modèle n'a jamais vues avant, à dire on a 70% de chance d'avoir une réponse correcte, s'il y a un chat ou pas. C'est déjà beaucoup mieux que par exemple de dire au hasard, chat ou pas de chat. Là on a une chance de 50%. Avec le modèle entraîné, on est déjà à 70%.
Bon, avec ce type de réseau de neurones, je pense qu'on peut s'arrêter là. On peut pas s'attendre à faire beaucoup mieux. On pourrait peut-être gagner quelques pourcents encore en optimisant l'architecture du réseau, mais pas beaucoup plus. Pour cela, il faudrait utiliser d'autres types de réseaux, notamment les réseaux convolutifs. Et même avec un réseau convolutif, si on utilise avec une base de données relativement petite, on risque de ne pas avoir énormément de succès. Donc là, la stratégie optimale pour ce type de problème, donc de classification avec une base de données relativement petite, ça serait de prendre un grand réseau qui est déjà entraîné sur une base de données d'images similaires. Et là, ce qu'on pourrait faire, ça s'appelle du transfer learning. Et là, on apprend juste les paramètres des dernières couches d'un réseau déjà pré-entraîné, qui fonctionne bien sur des images similaires. Donc, typiquement, on a des réseaux qui marchent super bien, très bien sur la base de données ImageNet. Ça, c'est une grande base de données où on a beaucoup de types différents d'images. Là, on a pas seulement des chats, on a même différentes races de chats, par exemple, qu'il faut reconnaître. Et il y a des réseaux de neurones convolutifs qui ont eu beaucoup de succès sur cette base de données. Et là, ce qu'on peut faire, par exemple en Python, on peut prendre un réseau déjà pré-entraîné, et en apprentissage, on change juste les paramètres des dernières couches avec une descente de gradient, par exemple, et après on a un réseau qui peut faire mieux que ce qu'on a vu ici. Bon, après, avec notre code MATLAB, on ne peut pas faire ça. Donc on va s'arrêter ici. Donc ça, c'est dans le TP, il n'y a pas plus de questions. Donc là, on a encore une deuxième partie de TP à faire aussi sur les réseaux de neurones. Mais là, on va regarder des problèmes de type régression. Donc là, le but c'est d'apprendre une fonction. Donc là encore, vous trouvez les fichiers dans Moodle. Là, il faut éventuellement prendre les fichiers de Monsieur Bretin. Je ne sais pas si j'ai tout mis pour ce TP. Et donc là, ce qu'on a, on a un échantillon bruité d'une fonction qui est connue. Vous trouverez l'expression dans le script. Donc on prend un échantillon bruité d'une fonction et le but c'est d'apprendre cette fonction. Donc ça c'est un problème du même type que quand on a fait la méthode des moindres carrés. Et donc là on va voir comment on peut faire ça avec les réseaux de neurones.
qu'est-ce qu'on va prendre là comme réseau? On va toujours prendre un réseau avec une ou plusieurs couches cachées ou dans les couches cachées on va commencer par une fonction d'activation ReLU. Par contre en sortie, on veut plus estimer une probabilité, donc pas besoin d'avoir des valeurs entre 0 et 1. Donc là il sert à rien de mettre une fonction sigmoid comme activation en sortie, et là on va tout simplement mettre une fonction identité en sortie. Et la fonction de coût elle changera aussi. Donc on a vu pour les problèmes de classification, c'est la fonction de coût entropie croisée avec les logs qui marche bien. Par contre pour l'approximation d'une fonction, c'est la fonction de coût type moindre carré qui marche mieux. Donc on va avoir une fonction de coût comme ici. Si m est le nombre d'exemples, donc on va prendre 1 sur m fois la somme sur i de 1/2 fois l'estimation, la différence entre l'estimation pour l'exemple i et la valeur attendue au carré. Donc ça c'est exactement comme dans les moindres carrés, peut-être sauf le facteur 1 sur m. Ça, dans les réseaux de neurones on rajoute souvent ce facteur là, 1 sur m, donc on fait une sorte de moyenne, parce qu'on est souvent amené à travailler sur des bases de données de taille différente, par exemple base de données d'apprentissage et base de données test, ou des fois on peut même introduire d'autres bases de données. Donc là, première question, pourquoi n'est-il pas raisonnable ici d'utiliser une fonction sigmoid? Ça je l'ai déjà expliqué. Donc on veut apprendre une fonction et donc a priori en sortie comme estimation on a besoin de quelque chose qui peut produire tous les réels possibles. Donc il faudrait au moins une fonction qui prend des valeurs entre moins infini et plus infini, et le plus simple c'est de prendre l'identité. Et là on change aussi de fonction de coût, donc dans le fichier modèle, dans cette fonction il faut donc changer le gradient de J par rapport à l'estimation. Donc ça concerne la fonction LModel backward dans le code, et aussi il faut changer bien sûr la fonction de coût elle-même qui était codée dans compute cost. Là on va regarder éditeur. Donc déjà ici dans cette fonction là
Ouais, on prend en compte que dans la dernière couche, on a l'identité, donc la fonction d'activation chez de x égale à x, et donc là, dans le code, ça c'est implémenté avec un mot x. Après, dans les fonctions d'activation, pour les couches cachées, on a aussi rajouté là une option gaussienne. Ça sera pour plus tard. Sinon, le reste, ça change pas. Sauf que oui, la première ligne a changé. Sinon, c'est le gradient de la fonction de coût par rapport aux estimations. Donc ici, c'est du 1 sur m fois l'estimation de la dernière couche. Donc c'est AL dans le code. Donc AL moins Y. Là, je cherche la fonction de coût, elle est passée où? Ah, elle est là. Compute cost, il est là. Et donc là, le coût, c'est 1 sur m fois 1 demi fois là le AL moins Y point fois AL moins Y, donc ça me calcule le produit de AL moins Y avec lui-même élément par élément, donc ça fait la somme des YI chapeau moins YI au carré, et après je fais la somme. Je crois que là une somme suffirait. Quand on a des données en plusieurs dimensions, il faut faire deux sommes parce que le MATLAB il fait juste la somme sur la dimension principale, si je me trompe pas. Donc là, pour en être sûr, j'ai fait deux sommes. Et donc ça, c'est les deux changements qu'il faut faire dans la fonction modèle. Donc après, quand on a fait ça, on peut lancer le script. Il va fonctionner normalement. Approximation en D. Là, je vais faire 50 000 itérations. Là, avec le learning rate, on va prendre un learning rate assez agressif, 0,8, donc c'est plus grand par rapport au problème du TP5. Et je vais commencer par un réseau avec une couche cachée et avec fonction d'activation ReLU. Donc comme avant,
Ça devrait marcher. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Tout à l'heure, ça marchait bien quand je l'ai testé, mais... Voilà, il y a certainement un problème. Il y a un problème parce que la fonction de coût du moindre carré, elle ne peut jamais être négative, donc du coup je vais essayer de relancer MATLAB.
Bon, là ça a l'air de marcher. Ouais, honnêtement, des fois MATLAB je comprends pas. Donc là on voit que la fonction de coût diminue doucement. Donc ça c'est les données d'entraînement. Donc là on a bien un plateau pour la fonction de coût. Et donc ça c'est l'approximation. On voit que là c'est pas terrible. On pourrait certainement quand même faire mieux en faisant encore plus d'itérations. Là la fonction de coût elle descend, on est sur un plateau mais elle peut encore descendre derrière, mais bon. Donc ça c'est un premier essai. Après on peut essayer un réseau de neurones avec plus de profondeur. Ou changer la fonction d'activation. Bon, après là c'est écrit qu'il faut changer de fonction d'activation. Donc on va faire ça, on va prendre une gaussienne. Donc g de z égale exponentielle de moins z carré comme fonction d'activation. Et pour ça il faut modifier la fonction modèle et aussi la fonction predict. De place c'est déjà fait dans cette version là. Je l'ai appelé modèle Gauss. Donc essentiellement ce qu'il faut faire, c'est là dans le calcul de l'activation dans les couches cachées. Il faut remplacer ReLU par gaussienne et aussi dans la rétropropagation et le modèle backward. Et puis il faut remplacer ReLU par gaussienne.
crois que c'est indiqué dans l'énoncé. Il faut penser aussi à faire la même chose dans la fonction prédicte. Dans la fonction prédicte, essentiellement ce qu'on fait, c'est de faire une propagation avant à partir de données. Et dans cette propagation avant, donc ça sera encore L-model forward, il faut aussi choisir la fonction d'activation quotient, sinon la prévision ne correspond pas au modèle. Et donc ici, je vais prendre la fonction modèle Gauss, et pour la prévision, je vais aussi prendre predict Gauss. Ça c'est tout pour l'instant. Là, ça prend un peu de temps. Finalement, j'aurais dû tout enregistrer parce que quand je fais le calcul sans OPS, ça va assez vite. Donc. Donc là, on voit qu'on peut vraiment faire mieux. Clairement, on n'a pas fait assez d'itérations. Bon. Donc, je pense en faisant plus d'itérations, on pourrait améliorer l'approximation ici. Ouais, mais non, comme ça prend beaucoup de temps. On va plutôt essayer le modèle avec 3 couches cachées. Tout de suite et faire un peu plus d'itérations en même temps.
Donc là, je vais prendre 3 couches cachées avec 8 neurones, 4 neurones et encore 4 neurones. Et je vais faire 80 000 itérations. On a déjà l'impression que ça diminue plus vite que pour l'autre. On y est presque. Et Zoom me dit que j'utilise trop de CPU pour... Donc là, on a rajouté un peu de profondeur et là, on a fait un peu plus d'itération et là, on a quand même bien amélioré la qualité de l'approximation. Vous avez des questions? Pas de questions? Bon, s'il n'y a pas de questions... Donc là, on a fait l'approximation avec des neurones rélus. Dans les couches cachées, on a fait l'approximation avec des neurones gaussiennes. Dans les couches cachées, on a testé un réseau à 3 couches cachées qui marche mieux qu'un réseau avec une couche cachée. Donc là, on peut passer à la dernière partie. Et donc là, le but c'est d'apprendre une fonction de 2 variables. Donc la fonction elle est toujours à valeur réelle, mais c'est une fonction de x de R2, donc de x1 et de x2. Et là on va partir d'un échantillonnage bruité de 100 points sur le carré entre -1 et 1 pour x1 et x2.
Et donc on va essayer d'obtenir une approximation de cette fonction de deux variables. Donc là d'abord, c'est demandé de faire une approximation avec 0 couche cachée. Et la question est pourquoi obtient-on dans ce cas une approximation planaire? Et pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'on obtient forcément une approximation planaire dans ce cas? Quelqu'un a une idée? C'est toujours le même, mais c'est parce qu'on n'a pas de couche, donc on ne peut pas avoir vraiment de calcul ou quoi que ce soit. Si, il y a quand même... On a quand même un neurone linéaire en sortie. Oui, mais du coup, il n'y en a qu'un seul. Ouais, du coup, il y en a qu'un seul, et ce qu'on fait, en fait, c'est... On fait juste la méthode des moindres carrés simple, où on minimise... on a un modèle y égale w1 x1 plus w2 x2, etc. etc. Et on minimise donc... Non, pas etc. C'est déjà tout dans ce cas. Le modèle est w1 x1 plus w2 x2. On minimise donc les erreurs au carré. Et donc ça donne forcément un plan. Après, on peut approximation 2D. On peut tester numériquement. Ça fait un plan. Donc là, c'est le script approximation 2D. Et donc là, dans cette partie-là, les données sont prises au hasard. Donc on prend des points au hasard dans le carré. Et là, ensuite, on calcule donc les valeurs attendues. C'est exponentielle de moins x1 fois x2 au carré. Ça c'est... Après les points sont affichés. Ça c'est l'itération donc pour optimiser les paramètres du réseau. Ça c'est toujours pareil. Et ensuite on trace les prévisions du modèle. Là j'ai laissé modèle Gauss, mais on pourrait aussi prendre l'autre. Ça c'est... De toute façon il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de couche cachée, donc Gauss ou Relu là c'est pas important. Et après là en bas je trace le nuage de points et donc la surface qu'on obtient. On va tester.
ça c'est les points. La fonction de coût, donc là on a fait beaucoup trop d'itérations là. Et là c'est les points avec l'estimation du réseau, donc sans couche cachée. Là on voit, on obtient bien un plan. Donc avec un réseau sans couche cachée, on peut apprendre rien d'autre qu'un plan, de toute façon. Après, on peut bien sûr tester différentes architectures, mais là, je vais prendre l'architecture qui marchait pas mal sur la question précédente. Donc là, 3 couches cachées de taille 8, 4 et 4. Avec modèle Gauss, donc là c'est important. Là encore on aurait pu s'arrêter avant. Par contre l'approximation semble être pas mal. Donc là le modèle il est bien capable d'approximer les points. Donc là, c'est même plus impressionnant, je trouve, quand on a un dé. Là, on voit que là, en fait, ce qu'on a fait, on n'a pas rajouté de bruit aux valeurs de la fonction. Donc, on a juste pris l'échantillon au hasard, mais pas rajouté de bruit supplémentaire. Donc là, on voit que la surface des estimations du réseau passe vraiment par les points. Donc ça fonctionne très bien. Donc en 1D, on avait rajouté du bruit aussi sur les valeurs de la fonction. Donc là, l'approximation est un peu moins impressionnante. Par
contre ici, ouais, ça fonctionne très bien. Et là, je pense que c'est déjà tout. Donc là, vous pouvez toujours tester encore différentes architectures. Je voulais juste, si je reviens encore sur le TP5, là, je crois que j'ai oublié, je voulais dire quelque chose sur cette dernière question. Parce que là, donc là, c'est encore la reconnaissance des chats. Parce que là, c'est demandé d'étudier l'évolution de la précision calculée à partir de la base d'entraînement et de la base de test. Qu'est-ce qu'on peut observer? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait observer? Normalement, la précision sur la base de données d'entraînement, donc pour des données pour l'apprentissage, elle augmente. Et la précision sur les données de test, elle peut augmenter aussi dans un premier temps, mais après elle peut stagner ou même diminuer si on apprend trop de détails des données d'apprentissage. Ouais, je voulais dire aussi peut-être deux mots sur la stratégie, sur une stratégie qu'on peut adopter pour optimiser ce genre de paramètres, donc le nombre d'itérations, les couches, le nombre de couches cachées, etc. Et donc, quand on a des données donc qu'on veut utiliser pour un problème d'apprentissage, donc souvent on peut les diviser en trois parties. Donc une première partie, ce sont les données d'apprentissage. Deuxième partie sont les données de validation. Et une troisième partie, la dernière partie, sont les données de test. Donc typiquement, on pourrait prendre 60% pour l'apprentissage, 20% de validation et 20% de test. Ça par exemple, mais ça là, il n'y a pas de... Ça c'est pas obligatoire. Donc ces données d'apprentissage, on va les utiliser .
pour l'apprentissage. Des paramètres du réseau, donc les W et les B. Donc ça, ce sont les paramètres qu'on va modifier dans la descente de gradient. Les données de validation, par contre, on va les utiliser pour optimiser ce qu'on appelle les hyperparamètres. Par exemple, le nombre d'itérations qu'on fait, nombre de couches cachées, le nombre de neurones par couche, le learning rate, et tout ce genre de paramètres. Par exemple, pour le nombre d'itérations, ce qu'on pourrait faire, c'est quand on trace, donc, comme on a fait le coût en fonction du nombre d'itérations, typiquement pour les données d'apprentissage, on va avoir quelque chose comme ça. Et si on fait la même chose avec les données de validation, souvent ça va diminuer aussi au début, mais après ce coût réaugmente. Donc c'est quand ça indique que le modèle commence à trop s'adapter aux détails des données d'apprentissage, et donc là on peut stopper les itérations à ce point là avant que le coût sur les données de validation
recommande. Et au final, les données de test servent uniquement pour tester la capacité de généralisation du modèle après l'apprentissage. Donc c'est un peu le dernier test final avant qu'on propose par exemple avant qu'on propose le modèle à un client. Si j'ai promis à un client que je vais lui livrer un modèle pour classifier les mails en spam ou non spam, et le modèle il marche super bien sur ma base de données d'apprentissage, et après le modèle ne marche pas du tout sur des exemples après dans la vie réelle que le modèle n'a pas vu pendant l'entraînement, donc ça pose problème. Donc c'est important de fabriquer des modèles avec des bonnes capacités de généralisation. Bon, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Sinon, je crois que j'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire. Et du coup, une autre chose par rapport à l'emploi du temps, donc on s'est rendu compte que sur l'emploi du temps, il y a une séance d'analyse numérique en trop. Donc là, je vous propose d'annuler la séance de la semaine prochaine et de garder la séance après la rentrée. Comme ça, éventuellement, on pourrait faire un TP noté. Donc non, si tout était normal, on ferait un TP noté sur cette séance, mais je crois qu'il y a peu de chance en ce moment que ça puisse se faire. Et donc, sinon, on vous tient au courant par rapport à ça. Sinon, si vous n'avez pas de questions, on peut s'arrêter pour aujourd'hui. Donc, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.